Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape de ce Giro. Alors contrairement aux journées précédentes, il n'y aura pas d'habillage ce soir parce que je me retrouve à avoir également le Dauphiné libéré que j'enregistre à la suite pour tout vous dire, mais qui sera en ligne je pense demain matin. Et donc pour que ça encode vite, je suis obligé d'enlever l'affichage, pour que ça encode vite, surtout pour me faire gagner du temps. Donc là il n'y aura que le montage brut, on va dire, que ma voix et ma testase. Donc si vous n'aimez pas ma gueule, c'est que vous allez passer un mauvais moment. On va faire le débrief, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et donc on va commencer tout de suite par ce contre-la-montre qui faisait 30 km. C'est un vrai contre-la-montre de spécialiste, mais contre-la-montre le dernier jour de course, donc toujours un contre-la-montre assez atypique où ça joue également sur la fraîcheur physique. Et là, on a bien vu que la fraîcheur physique chez certains coureurs, elle était plus vraiment là, notamment Hugh Carty qui fait partie des flops ce soir. C'était tout un contre-la-montre qui normalement ne convenait pas aux purs grimpeurs, aux coureurs qui manquent un petit peu de puissance comme Romain Bardet. Et normalement, il devait perdre des positions. Alors, il a perdu des positions, mais il a quand même plutôt bien limité la casse. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Rémi Cavagna. Rémi Cavagna, ça a failli passer. Aujourd'hui, il a failli gagner. Ghana avait une crevaison. Et puis Cavagna, il est vraiment bien dans les deux premiers secteurs. Et puis au final, il se retrouve à chuter dans le dernier virage quasiment du parcours. C'était plutôt l'avant-dernier virage, mais ouais, ça fait mal parce que c'est la deuxième fois qu'il se fait un peu avoir par le dernier kilomètre, déjà sur Paris-Nice à Gien, là sur ce contre-la-montre là. Puis on sentait qu'il était pas loin vraiment, et c'est un peu comme l'étape de cette troisième semaine où là aussi on sent qu'il peut vraiment faire des grandes choses dans l'étape numéro 18 où il est vraiment bien placé et puis il explose complètement. Là c'est frustrant, c'est un Giro qui restera frustrant pour Rémi Cavagna parce qu'entre le premier contre-la-montre où on s'attendait quand même un petit peu mieux, où je pense lui s'attendait un petit peu mieux, et puis cette dernière étape, c'est sûr que ça fait un petit peu mal. Après, ça reste un excellent coureur de contre-la-montre. Je pense qu'il faudra compter sur lui pour le top 5 aux Jeux Olympiques. Et je pense que c'est depuis longtemps que qu'on n'a pas eu de coureur français qui pourrait faire top 5 aux Jeux Olympiques. Puis pareil au championnat du monde. C'est un coureur qui est très dangereux, qui là, je pense, ne va pas rouler avant les Jeux. Je suis pas sûr qu'il fasse le tour. Cavagna, je pense que ça fait partie des coureurs qui vont se préparer spécifiquement pour le contre-la-montre. Il faut peut-être mieux. Autant sur la course en ligne, je dis qu'il faut quand même rouler un petit peu avant les Jeux. C'est compliqué quand on fait une longue pause avant les Jeux. Autant sur le contre-la-montre, il faut mieux, je pense, faire une pause et vraiment préparer cet exercice-là avec du travail d'endurance, du travail également au niveau de la position aérodynamique. Je pense que c'est très important pour Rémi Cavagna. Je continue du côté des Français avec celui qui a fait la bonne performance du jour, c'est Romain Bardet. Je m'attendais pas aussi bien pour Romain Bardet aujourd'hui, mais encore une fois, contre-la-montre, troisième semaine, ça joue sur la fraîcheur. Je pense qu'il finit plutôt frais. Romain Bardet, 2 minutes 10 aujourd'hui de perdu. Je m'attendais plutôt à une minute en plus, plutôt à une minute tous les 10 km. Et Romain Bardet n'a pas perdu une minute tous les 10 km. Il finit à 2 minutes 10, c'est-à-dire qu'il finit quand même devant Yates, il finit devant Hugh Carty, il finit devant Nibali. Michael Honoré notamment, Gorka Izagirre, et il finit juste derrière Luis Leon Sanchez ou un Nico Dens par exemple chez DSM. Donc il a vraiment fait un bon contre-la-montre. Il finit pas très loin d'Egan Bernal, il y a 20 secondes, même pas 20 secondes avec Egan Bernal. Pour Romain Bardet, c'est un très très bon contre-la-montre. Encore une fois, sur le premier contre-la-montre, il perd 50 secondes. C'est-à-dire que 50 secondes sur 8 km 6, c'est quasiment la minute. Donc la minute tous les 10 km, il aurait dû être à 3 minutes. Ce soir, il est qu'à 2,10. C'est vraiment bien. Alors, il perd, certes, une position au classement. Il se retrouve 7ème. Mais qui aurait dit... Moi, je disais top 10, mais même déjà 7ème, je me disais, ça va être compliqué. Il ne finit qu'à 8,05 du leader. Je m'attendais plutôt à 10 minutes. Donc ouais, il a été. Moi je m'attendais plutôt au niveau de Tobias Foss, quoi. 11,44, un truc comme ça. Non, il a très très bien fini. Romain Bardet,
Il a repris confiance. Je pense que c'est un coureur qui voilà, ces dernières années a resté dans un train-train du côté de chez AG2R. Je crois que c'était intéressant pour lui de retrouver des nouvelles conditions. Et puis oui, c'était un travail qu'il devait faire. Romain Bardet, je crois qu'il a vraiment fait du très très bon job aujourd'hui. Il faut le féliciter. Il y a encore énormément de travail sur le contre-la-montre. Et je pense que il sera jamais bon sur le contre-la-montre, mais il peut être un peu moins mauvais. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et on voit que, encore une fois, ses qualités sur la troisième semaine, qui sont un peu les mêmes qualités que Thibaut Pinot, bien, ça lui permet de faire des bons résultats sur les grands tours. Et je pense que DSM, qui misait sur Jane Lay, sauve quand même son Giro avec Romain Bardet. À départ, il pensait plutôt faire cette performance avec Jane Lay. 7ème, c'est vraiment un très très bon résultat, je trouve, du côté de Romain Bardet. Pour DSM, c'est également un bon résultat. On ne sait pas quelle équipe ils emmèneront sur le Tour de France et sur la Vuelta, mais peut-être que Romain Bardet sera de nouveau présent sur une de ces deux courses. Je continue, troisième bleu, c'est Attila Walter. Attila Walter qui aujourd'hui finit à 2 minutes, finit dans le top, que je retrouve Attila Walter. Il finit à 2,32, voilà, aujourd'hui. Le coureur hongrois, c'est un contre-la-montre qui est assez intéressant pour lui. Je pense qu'il finit un peu sur les rotules. Sur cette troisième semaine, ça fait partie des coureurs qui ont un peu souffert sur cette troisième semaine. C'est intéressant pour moi ce contre-la-montre-là parce que ça montre son état de forme, ça montre l'état de fatigue de Attila Walter. Et ce coureur hongrois, maintenant il sait sur quel point il doit travailler, notamment la fraîcheur physique, notamment également la haute montagne. Je pense que c'est des domaines où il peut être meilleur, encore une fois, Attila Walter, mais surtout sur la troisième semaine, il y a énormément de progrès à faire, je pense, pour le coureur hongrois. 2,32, ça correspond à son état de fatigue sur la fin de ce Giro. Je passe au coureur au top. Du côté des coureurs au top, je commence bien entendu avec le vainqueur du jour, Filippo Ganna. Malgré une crevaison, ça n'a pas suffi à le déloger. Il a été bon encore sur les deux premières parties du contre-la-montre, parce que comme l'a dit Cavagna en interview, s'il n'avait pas eu sa crevaison, il nous explosait tous, même si moi je ne chutais pas. Non, il a été très très fort. Il finit quand même un peu fatigué ce Giro, mais il a énormément roulé aussi à l'avant du peloton, Filippo Ganna. C'est un coureur très important chez Ineos, dans le fonctionnement de Ineos, comme Castroviro et Gianni Moscon. Ce sont quand même les trois coureurs que nous avons le plus vus. C'est avec Narvaez notamment, on l'a peu vu. Sivakov a abandonné assez vite. Mais je dirais que ces trois coureurs-là ont été très importants pour faire le travail, le sale boulot, on pourrait dire, en début de journée et jusqu'à 40-50 km de l'arrivée. Donc réussir à faire cette performance-là, 53,7 de moyenne quand même aujourd'hui, 53,8 même plutôt si on arrondit du côté de Filippo Ganna, malgré je pense un énorme état de fatigue. Ça montre que c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Je pense un peu comme Rémi Cavagna, je suis pas sûr qu'on le revoie d'ici les Jeux Olympiques énormément. Ça m'étonnerait qu'il aille sur le Tour de France. Et puis du côté de Filippo Ganna, maintenant objectif Jeux Olympiques, très clairement pour l'Italien, il y a un titre à aller chercher. Il y aura un petit peu de concurrence, ça sera assez intéressant à voir. Est-ce qu'il sera sur l'étape preuve en ligne? Peut-être aussi, parce qu'il pourrait être très intéressant pour travailler dans ce circuit autour du Mont Fuji pour Filippo Ganna. Et puis de toute manière, pour Ganna, on le verra au jeu, parce que il fera la poursuite, normalement, Ganna. Je crois qu'il fait de la piste, Ganna, pour les Jeux, c'est prévu. Je sais plus si la poursuite est au programme des Jeux Olympiques, la poursuite individuelle, mais poursuite par équipe, si, normalement. Donc ça m'étonnerait que l'Italie ne l'utilise pas pour la poursuite par équipe, à part s'ils ne sont pas qualifiés. Excusez-moi, j'ai pas vérifié tout ce qui se passait sur le cyclisme sur piste là ces derniers temps. Je continue avec les coureurs au top, du côté des coureurs au top, Caruso. Bon chrono, il finit 17ème de l'étape
à 1 minute 23, donc dans le même temps que Matthias Brandl et que Großschartner, juste devant Vlasov. Et derrière Martinez, très bon chrono de la part de Caruso qui a fait de toute manière un bon Giro. Il a tout fait pour menacer Bernal. Je crois que voilà, il pourra rien se reprocher à la fin de ce Giro. Caruso, voilà, il a tout fait. Il est tombé sur plus fort que lui, c'est dommage, mais là encore un très bon contre-la-montre. J'avais dit de toute manière du côté de Caruso, fallait qu'il soit à 30-40 secondes de Bernal pour espérer quelque chose. À partir du moment où il était à plus de 2 minutes hier soir, c'était quasiment impossible, mission impossible pour aller chercher Bernal. Et au final au classement, il y a 30 secondes entre Bernal et Caruso. Donc comme quoi j'étais pas si loin. Des fois je me gourre sur certains éléments, sur mes pronostics notamment. J'avais 203. Il faudra s'en souvenir de celle-là. Victor l'a fait. On t'embrasse. Mais du côté de Bernal, du côté de Caruso, voilà, il a fait un très très beau parcours. Il faut saluer son Giro qui a été excellent. Il finit deuxième à 1 minute 29 simplement de Bernal, ce qui est vraiment une très très belle course. C'est le seul qui a réussi à vraiment menacer Bernal sur ces 3 semaines de course. Et puis du côté des coureurs auto, je finis avec Martinez. Très gros chrono de Daniel Felipe Martinez sur la Vuelta. Faudra peut-être compter sur lui. Je ne sais pas s'il est dans l'équipe prévue pour la Vuelta. On pourrait penser également à compter sur lui. Pourquoi pas pour les Jeux Olympiques également. Je rappelle qu'il est champion de Colombie de la discipline. 1 minute 21, en sachant qu'il a beaucoup travaillé sur cette 3e semaine également. Et puis il finit sur ce Tour d'Italie, 5e. Je crois qu'on a rarement vu un lieutenant finir aussi bien classé sur un grand tour depuis quelques années quand même, du côté de Martinez. Et encore une fois, il a beaucoup travaillé en 3e semaine. Et là, ce soir, il a fait du bon travail. Il finit 5e à égalité de temps avec Almeida, mais je pense que ça doit se jouer au millième entre les deux. Moi, sur Pro Cycling Stats, il est 17h45, on me met Martinez devant. Mais voilà, très bon Giro de Martinez parce que réussir à faire ça en étant numéro 2 de l'équipe, ça montre que chez Ineos, ils n'avaient pas totalement confiance en Egan Bernal et qu'ils avaient quand même une très grosse solution de rechange. Avec Martinez en début de Giro, on savait qu'il n'avait pas totalement confiance en Bernal à cause de ses soucis de dos, notamment. Je passe au flop. Du côté des flops, hop là je me suis gouré, là c'est le Dauphiné. Moi j'ai mis Hugh Carty, contre la montre compliqué, il finit 39e, c'est le seul qui perd beaucoup de positions sur ce chrono au final, il se retrouve très très loin, Hugh Carty. 8e au final du général, c'est décevant. 8,56, j'avais dit déjà hier que l'écart avec la leader, je le trouvais très important. Eh bien ce soir c'est également le cas sur ce chrono. Du côté de Hugh Carty, je pense qu'il faudra quand même travailler la 3e semaine. Il a un peu manqué de fraîcheur, je pense qu'il finit sur les rotules, le Britannique. Alors que pourtant il a été très discret, on l'a rarement vu attaquer, il a souvent suivi des actions, mais en 3e semaine il en a manqué très clairement pour le coureur britannique. C'est un petit peu décevant parce qu'il finit aussi à 4 minutes du podium. Et pourtant pendant très longtemps il était très proche de Simon Yates, donc vraiment une déception. Et puis Simon Yates aujourd'hui, pour moi Simon Yates il aura des regrets sur ce Giro. Il aura des regrets parce que il a joué au yo-yo tous les jours quoi. Alors forcément il y a ces problèmes avec l'altitude et peut-être le mauvais temps, mais même j'ai jamais vu. Attends, je regarde les grands tours, ça fait depuis 20 ans que je regarde le Tour de France, ça fait plus de 10 ans que je regarde le Tour d'Italie, la Vuelta un peu moins, je vais pas vous mentir, j'étais un peu moins assidu sur la Vuelta, mais même sur des courses d'une semaine, j'ai jamais, alors petit sur le Dauphiné quelquefois, mais j'ai rarement vu un coureur avoir autant de variations de niveau. Je crois qu'il faut remonter à Floyd Landis 2006 sur le Tour de France. Mais bon, Floyd Landis, on savait qu'il roulait pas qu'il buvait pas que de l'eau, le coureur américain. Donc c'était selon les petites picouses. Mais c'est assez incroyable ces variations de niveau d'un jour à l'autre. Pour Simon Yates, ça m'a. J'ai une sorte d'incompréhension avec le Giro de Simon Yates. C'est-à-dire, je comprends pas comment on peut avoir autant de conditions physiques différentes sur une même course de 3 semaines, en ayant en plus dominé la course de préparation.
qui était le Tour des Alpes. C'est parce que s'il était vraiment complètement fatigué de sa saison, il se serait écroulé à partir de la deuxième semaine, ce qui n'a pas été le cas. Donc, alors, il y a l'altitude, je pense que ça n'explique pas tout. Très clairement, sur ce contre-la-montre-là, c'était tout plat. Et pourtant, il fait un mauvais chrono, hein, parce qu'il finit derrière... voilà, il fait 51e à 2,45. C'est un mauvais chrono pour Simon Yates. Voilà, c'est un Giro incompréhensible, je trouve, pour le coureur anglais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, d'ici le courant de la semaine, je sais qu'il va y avoir le Dauphiné, donc il va falloir que je m'y mette. Il y aura un débrief complet de ce Giro. On parlera notamment des sprinters, mais on parlera de la course en général. Voilà, on fera un débrief complet. Je pense que ça prendra 25-30 minutes, on va dire. Il y a tous les soirs le débrief du Dauphiné, enfin tous les soirs ou le matin, comme là, dans des circonstances assez atypiques. Il y aura également le Tour de Suisse sur la chaîne. Moi, je commence à préparer les étapes du Tour de France. Puis je vous ferai ça d'ici la fin de semaine, d'ici le début du Tour de France. Il y aura certainement également avant le Tour de France. On refera également un départ fictif avant le départ du Tour de France, comme on a fait avant le départ de ce Giro. On essaiera de le faire régulièrement, même si des fois le programme est un petit peu chargé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve là jusqu'au Tour de France. Le programme va être très très chargé sur ce mois de juin, ce mois de juillet et même le reste de l'été. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.